Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 1er août, installez-vous confortablement, nous allons découvrir ensemble le sommaire de ce journal. Nous recevrons le nouveau champion de France du 400 mètres en athlétisme, le licencié monégasque Théo Andan, à quelques jours des championnats du monde. Nous ouvrirons un dossier photographie à l'heure du numérique, l'argentique refait surface pour son aspect un peu vintage. Quels sont les intérêts de la vieille pellicule? Nous en discuterons avec le photographe de l'AFP, Valérie H. Et nous irons nous rafraîchir dans l'eau avec un summer camp organisé par le Yacht Club. Du côté du Larvoto, nous vous ferons découvrir les coulisses de la plage. Et enfin, un reportage sera consacré au maillot de bain et les dernières tendances. Mais avant de développer ces titres, rendons-nous au Parlement monégasque. Vous étiez peut-être devant vos téléviseurs ou vos tablettes pour regarder le direct du Conseil national hier en fin d'après-midi. Une séance publique extraordinaire portant sur des dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Une lourde tâche pour les élus et les membres du gouvernement qui doivent s'atteler activement sur ce dossier. Les projets de loi ont été adoptés. Je vous propose d'écouter le ministre d'État et la présidente du Conseil national. Les réformes législatives pour mettre en œuvre les conclusions du rapport Monneval ne constituent pas des réformes ordinaires, mais elles revêtent un caractère exceptionnel. Exceptionnel d'abord par la densité et l'ampleur de leur contenu. Exceptionnel également par les enjeux que ces projets de loi portent pour la réputation et l'image de la principauté de Monaco sur la scène internationale et donc sur son attractivité. Sans revenir sur l'ensemble des remarques de mes collègues que je comprends, je souhaite rappeler l'importance de l'adoption de ce projet de loi en ce qu'il doit permettre au gouvernement d'obtenir des résultats dans la mise en œuvre du dispositif monégasque de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il est licencié à l'ASM Athlétisme depuis tout petit. Et depuis, il a fait du chemin. Théo Andan est devenu ce week-end, sous les couleurs de ce club, le champion de France du 400 mètres en individuel. Il est déjà, par équipe avec la France, médaillé de bronze des championnats d'Europe et vice-champion d'Europe en salle. Et nous sommes avec lui. Théo, bonsoir. Bonsoir. Félicitations pour ce titre de champion de France. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Alors, je voudrais que l'on revienne justement sur la course. Comment vous l'avez vécu? J'avais aucun doute pendant la course. Vraiment, j'ai appliqué le schéma de course que je voulais. Il y avait le favori qui était au couloir à ma droite, donc je l'avais en visuel. Et il fallait que je me méfie aussi du gars à ma gauche, qui je savais que lui, il remontait très fort Ouais. dans la dernière ligne droite. Donc j'ai appliqué mon schéma de course habituel, c'est-à-dire de faire des 100 premiers mètres assez rapides, histoire de remonter assez rapidement sur mon adversaire. Et après, je suis resté dans ma foulée, concentré et tout. Et je savais qu'à la fin, j'ai un bon finish. Donc, je sais que je peux finir fort. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, voilà, la victoire, elle est au bout. Oui, c'est ça. On a l'impression, quand on regarde la course, sur les 100 derniers mètres, on vous voit regarder à un moment donné, sur la gauche, je crois, votre concurrent, qui est pas loin de vous doubler. Hein, et là, vous redonnez un coup d'accélération à la fin en disant non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est ça? Ouais, exactement. À un moment, je le sens arriver Ouais. et je me dis non, faut pas qu'il me passe. Et je remets un petit peu et même je pense que quand je le vois, je pense que c'est déjà trop tard pour lui. Mais non, voilà, j'ai tout donné et je suis super content de ce titre. Vous courriez donc sous les couleurs de l'AS Monaco Athlétisme. Qu'est-ce que ce club vous a apporté dans votre parcours? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Bah déjà, c'est là où j'ai débuté l'athlétisme avec Céline Grossel au début, Didier Boinon et enfin Jacques Candusso qui m'a appris quasiment tout sur le haut niveau. Et même si maintenant je suis à Paris, quand je reviens faire des compétitions locales, les interclubs ou même les Jeux des petits États, c'est toujours un grand plaisir parce que c'est une grande famille et il y a toujours une très bonne ambiance et moi, ça me fait beaucoup de bien. Là, il va y avoir donc les mondiaux à partir du 19 août en Hongrie. On devrait vous y voir, que ce soit avec le relais peut-être déjà? Avec le relais, oui, certainement, même si c'est pas encore officiel. On a de grandes ambitions avec le relais parce que cette année, l'équipe de frein, au niveau français, on a on a un bon collectif. On est quatre à courir en 45-50, donc ça laisse présager de bons résultats. Entre nous, on se dit qu'on vise une médaille là-bas et
de battre le record de France qui date d'il y a 20 ans. Donc, on est très motivé pour ces championnats, surtout qu'il y a les Jeux Olympiques l'année prochaine et l'objectif, ça sera de faire une médaille là-bas, à Paris. Et en ce qui concerne l'individuel, bon, le problème, c'est que j'ai pas réalisé les minima qui sont de 45,00. Moi, j'ai fait 45,18 il y a une semaine à Madrid. Et au niveau du ranking, je suis pas assez bien placé pour que je pense que la France me sélectionne. Donc, on verra bien. Mais là, pour l'instant, moi, dans ma tête, c'est vraiment le relais. Oui, parce que ce titre de champion de France en individuel ne vous qualifie pas automatiquement pour les mondiaux, hein. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un système de minima et de ranking avec des points. Donc, non, dommage. Mais c'est pas encore fermé, c'est pas encore inenvisageable, c'est ça? Bah, peut-être que je peux avoir une belle surprise, mais honnêtement, j'y crois pas trop. D'accord. Donc le relais, vous avez fait le bronze au championnat d'Europe et l'argent au championnat d'Europe en salle, au 4x400. Les mondiaux, forcément, sont plus relevés. Est-ce que vous avez une chance de podium, selon vous, là? Oui, clairement. Clairement, parce que là, ça fait un moment que au niveau français, le 400 mètres n'a pas été aussi fort. Euh, et je pense que l'année dernière, on a fait 7e au championnat du monde avec une équipe, je pense, un peu moins forte. Et à mon avis, là vraiment, la médaille, elle est vraiment, enfin, elle est accessible. Ça va être dur, mais c'est clairement l'objectif. Là, on ne se le cache pas du tout. Ouais, c'est ça. Vous allez regarder sur les derniers 100 mètres votre concurrent et puis vous allez donner un petit coup d'accélérateur. Donc. Exactement, c'est le plan. On suivra ça donc de très près. Encore une fois, on vous félicite pour ce beau parcours. Merci Théo. Merci beaucoup. Dans une quinzaine de jours, ce sera la journée mondiale de la photographie. Et en ce moment se déroulent les rencontres internationales de la photo d'Arles. Nous ouvrons donc un dossier photographie, plus précisément argentique. Vous savez, la traditionnelle pellicule que l'on mettait dans son appareil et qu'il fallait ensuite faire développer. Depuis les années 90 et début 2000, le numérique a pris le pas sur l'argentique. L'année 2006 a d'ailleurs été une année noire pour la pellicule puisque les grands fabricants d'appareils photo ont tout simplement arrêté de commercialiser ces appareils. On pourrait imaginer que depuis, la péloche est morte. Eh bien non, il y a un regain. Le vieil appareil photo revient à la mode. Reportage de Frédéric Hélion. En 2023, le smartphone et le selfie sont rois. Et pourtant, à l'heure du numérique, la photo argentique revient à la mode. Une tendance que l'on observe surtout chez les jeunes générations et les vrais passionnés de photos. C'est le côté un peu vintage que l'on a pu voir avec notamment la sortie des platines vinyles ou autres. Donc sur la photo, on a eu un peu le même retour à l'ancienne, et notamment sur l'argentique et notamment les Instax Mini, qui est le type d'appareil photo avec de l'impression en instantané des différents clichés. Et le côté argentique, ça va être beaucoup plus réaliste, avec des couleurs un peu plus traditionnelles. Retour en force donc dans les rayons des appareils photo réutilisables, faciles d'utilisation, sans mise au point. Le côté impression instantanée séduit aussi énormément, surtout en cette période de vacances estivales. Qu'en pensent les photographes professionnels? Sont-ils nostalgiques de l'argentique? Pour y répondre, nous recevons le photographe de l'AFP, Valérie H. Bonsoir. Bonsoir. On vient de le voir dans ce reportage, dans cette mode vintage, il y a un retour à la pellicule, à l'argentique. Vous qui travaillez avec des appareils numériques et qui avez bien connu l'argentique, quel regard portez-vous sur ces deux mondes bien différents? D'accord. Tout d'abord, ça fait très plaisir. c'est ce qui me vient à l'idée tout de suite. Moi, je suis un fan d'argentique. Enfin, j'étais un fan, mais comme je suis photographe aujourd'hui à l'agence France Presse depuis longtemps, on va dire, j'ai connu toute cette avancée technologique depuis l'argentique jusqu'au numérique. Et aujourd'hui, par contre, je ne travaille qu'en numérique. L'argentique, je le garde pour faire des sujets personnel, un travail personnel sur des portraits, sur des paysages, etc. Mais ça reste vraiment quelque chose qui me tient à cœur, l'argentique. Donc vous travaillez en numérique, mais vous continuez l'argentique, vous avez le matériel qui va avec? Alors oui, j'ai toujours le matériel. Malheureusement, je ne travaille plus en argentique parce que comme je vous disais précédemment, je suis photographe à l'AFP, je travaille qu'en numérique. Mais j'ai connu toute cette évolution depuis l'argentique, où j'ai commencé à travailler l'argentique, où on développait nos films, on faisait nos tirages nous-mêmes, on envoyait nos photos avec des vrais tirages argentiques. Et après, on est passé en numérique. Alors pour répondre à votre question, oui, j'ai des boîtiers argentiques que j'affectionne particulièrement, un Leica, M6, et surtout mon joujou, c'est un Rolleiflex
6:6 qui est un format carré, où là je fais tout en négatif avec toujours le même film. Voilà. Et quels sont d'ailleurs, selon vous, vous qui êtes un expert, les atouts de la pellicule? Alors les atouts de la pellicule, pour moi, c'est quelque chose qui ne peut pas se perdre en fait, parce que des fichiers numériques, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir perdu carrément un disque dur, et j'ai perdu des milliers de photos. Déjà l'argentique, on va rester avec notre pellicule, et si elle est bien entreposée dans des feuilles, dans des sachets et dans une boîte noire, on peut la ressortir 30, 50, des centaines d'années. Depuis l'apparition de la photographie, on a toujours gardé depuis le début les plaques et les négatifs. Et pourtant, avec la pellicule, on a quand même moins le droit à l'erreur, et puis on découvre le résultat lors du développement. Il peut y avoir des surprises quand même. Carrément, hein, avant on avait des films de 12 poses, 24 poses ou 36 poses. On n'en faisait pas des centaines et on ne regardait pas le résultat tout de suite, savoir si on était bien exposé ou pas. Non, il fallait être très bon, hein, il fallait vraiment connaître la lumière, et voilà, c'était un autre travail, une autre approche. Et de l'autre côté aussi, quels sont les atouts du numérique? Parce qu'il y en a aussi. Hein. Ouais, il y en a. Maintenant, on a des fichiers par exemple, je sais que dernièrement, là, moi je travaille avec Leica, pour ne pas les citer, avec le nouveau boîtier, on a des fichiers de 61 mégas. Donc c'est énorme, les fichiers sont vraiment exceptionnels. Mieux que les fichiers argentiques. Mais après, comme on disait tout à l'heure, l'argentique reste l'argentique, et le rendu du grain argentique sur un beau papier, genre un papier noir et blanc barité, ça reste quelque chose quand on le regarde, c'est une œuvre d'art, hein, maintenant, franchement. Et qu'est-ce qu'une bonne ou une belle photographie selon vous? Alors j'ai l'impression de refaire le sketch des inconnus avec le bon et le mauvais chasseur, mais qu'est-ce qu'une bonne photo? Alors une bonne photo, pour moi, c'est une photo simple, lorsqu'on la regarde, tout est dit dans l'image. Y a pas pour moi, il n'y a pas les effets, les flous, tout ça pour moi c'est quelque chose qui reste forcément d'artistique, mais une bonne photo pour moi c'est une photo simple qui raconte quelque chose. Valérie H, je le rappelle, vous êtes un photographe professionnel que l'on croise d'ailleurs assez souvent aux Principautés pour les grands événements. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, c'est moi. Merci beaucoup. Et après l'avis d'un professionnel, qu'en pense monsieur et madame tout le monde? Plutôt numérique, plutôt argentique? Juliette Rappert vous a posé la question. Numérique, je pense, parce que elles restent avec nous sur le téléphone, on les a partout, quoi. Argentique, pour les avoir en physique. Je pense que le plus important, c'est ce qu'il y a sur la photo. Après, est-ce qu'elle est développée de telle manière, c'est secondaire pour moi, je ne vois pas beaucoup de différence. Non, argentique, oui, parce que on peut les avoir forcément, et je trouve que la photo, des fois, elle rend mieux aussi que sur le numérique. Argentique. Pourquoi? C'est plus authentique. Moi, je dirais plutôt numérique. Je sais pas. La beauté de la photo, la possibilité de changer, de l'améliorer via divers logiciels. Et dans les idées sorties, un concert dans un écrin exceptionnel ce jeudi à 21h30, la cour d'honneur du Palais Princier. L'orchestre philharmonique sera dirigé par son ancien chef d'orchestre dans les années 80, Lorenz Foster. Ils seront accompagnés du violoncelliste Marc Coppée. Au programme, Brahms et Haydn. Allons nous rafraîchir. Chaque année, le Yacht Club de Monaco organise des summer camps pour les enfants. Cet été, le taux de remplissage est encore au plus haut pour ces semaines, mêlant loisirs et pédagogie de la mer. Reportage au bord de l'eau, signé Yannick de Bever et Thomas Deus. Réveil énergique pour la cinquantaine d'enfants présents ce mardi au summer camp du Yacht Club de Monaco. Allez, c'est parti! Le slogan de ce camp, c'est In, On, With H2O, c'est-à-dire apprivoiser l'eau dans toutes les situations. Les activités que les enfants ils font, c'est de la voile, sincèrement, c'est l'activité principale. Et ensuite, ils font du kayak, du stand-up paddleboard. On a un château gonflable sur lequel les enfants ils peuvent profiter pour développer les premiers pas pour se faire le pied marin. On a aussi, comme ce matin, la police maritime qui vient pour les sensibilités sur la sécurité en mer. Aujourd'hui, les enfants apprennent à respirer sous un bateau qui vient de chavirer. Un réflexe de secours qui pourrait servir dans leur future sortie en mer. Chaque été,
Ce sont 400 enfants de 7 à 18 ans qui passent leurs vacances sur ces camps d'été. Une véritable porte d'entrée vers l'école de la voile qui débutera en septembre. Au-delà des activités ludiques et sportives, les enfants apprennent sur leur semaine à respecter la mer. Le but vraiment, c'est transmettre des valeurs, expliquer la mer, notre mer Méditerranée, à quoi elle ressemble, à quel point elle est sensible. Les dernières années, la crise de l'eau est très importante aussi. On a tout un système d'eau revalorisée où quand on rince nos bateaux, ce n'est pas une eau de ville perdue, c'est une eau qui a déjà été utilisée, qui est retransformée. On montre aux enfants toutes les interactions de la vie par rapport à la mer. Que ce soit sur un paddle ou sur un château gonflable, le plaisir de se jeter à l'eau restera toujours le même pour tous les enfants. Apprendre en s'amusant, c'est finalement tout l'objectif des Summer Camp du Yacht Club. Et on s'amuse aussi du côté du Larvoto. La population monégasque et les touristes s'y retrouvent les pieds dans l'eau. Nous avons passé une journée sur le complexe afin de vous dévoiler les dessous d'une journée classique sur la plage. Un reportage de Vanessa Dessy et Alban Gingembre. Le Larvoto se réveille doucement et se prépare à une nouvelle journée estivale. Les glaciers, les magasins, les bars s'installent peu à peu afin d'accueillir au mieux la clientèle. Mais l'activité principale se concentre surtout sur les plages. La mise en place est très précise avant le grand rush. Le matin, nous arrivons à peu près à 8h30. Ça dépend de si nous avons retiré les transats pour la mer, alors il doit venir un petit peu avant. Et il fait la plage, il nettoyait, il met les matelas, et il fait la plage, le planning des clients. Et la clientèle, il arrive peut-être 9h30 comme 11h30, ça dépend de la journée, dans les périodes. À 16h30, nous avons fermé la plage. Il va fermer la plage pourquoi il y a beaucoup de travail à nettoyer, à tout lever les tables, les serviettes, les matelas, il y a beaucoup de travail. Se détendre sur la plage en toute sécurité, c'est justement l'une des volontés du gouvernement princier. Touristes et populations locales sont entre de bonnes mains. La police maritime et aéroportuaire opère une surveillance accrue sur site. Vous constatez que l'espace est très large. Nous avons plus de 10 établissements de bouche qui sont ici. Nous avons une crèche, nous avons l'école bleue, nous avons des partenaires commerçants qui travaillent également sur le site, ce qui génère obligatoirement beaucoup d'allées et de venues. Donc, premier dispositif de sécurité, bien sûr, la surveillance de la plage avec les binômes maître-nageur sauveteur et police maritime qui est bien sûr l'entité responsable. Et à côté de cela, une action qui est menée par la Sûreté publique pour contrôler les personnes qui viennent ici, 2 brigades de surveillance mixte par jour pour justement réguler ce flux. L'action est donc double pour la police grâce à une équipe de 9 maîtres-nageurs sauveteurs civils qui se relaient en permanence afin d'assurer la sécurité des baigneurs. Ces sauveteurs effectuent de nombreuses missions auprès des vacanciers et des résidents, de la surveillance bien entendu, mais aussi de la prévention. Leur rôle, l'essentiel, c'est la surveillance de la baignade, de tout l'anse du Larvoto, et aussi tous les bateaux qui pourraient rentrer dans la réserve du Larvoto, dans l'aire marine protégée. Ils préviennent la police maritime. Donc ils sont souvent 2 sur la tour, de 10h à 18h, ou de 9h à 19h les week-ends de juillet-août. Donc grosse prévention au niveau de la jeunesse aussi, par rapport à la chaleur. Les quelques méduses, cette année, une saison à méduses malheureusement. Donc ils sont très impliqués, ils s'entraînent quotidiennement avec la police maritime, conjointement tous les matins, entraînement à bord du véhicule nautique à moteur. Et ils sont très impliqués, on est très satisfaits de cette collaboration. Durant le mois de juillet, au-delà des quelques soins prodigués chaque jour, 3 baigneurs en difficulté ont été secourus sur la plage du Larvoto. Et l'accessoire indispensable pour profiter du Larvoto, le maillot de bain. Quelles sont les tendances? Vous le saurez en regardant ce reportage de Frédéric Hélion. Avec les récentes fortes chaleurs, beaucoup choisissent l'option plage pour se rafraîchir. Se baigner, c'est agréable. Dans une tenue qui nous plaît, c'est encore mieux. À chaque été, c'est tendance. Comme chaque année, les marques se réinventent et proposent une large gamme de maillots de bain pour permettre à tout le monde d'exprimer son style personnel. La tendance cette année, je dirais 3 critères. Le premier, les imprimés. Fleurs, fruits et feuillages.
Le deuxième, on va parler de une pièce, de beaux maillots une pièce, très classe, très chic, et qui sortent volontiers le soir, avec un pantalon, une jupe, une écharpe sur les épaules. Et pour terminer, une petite collection sexy, avec de petites culottes, parce que cette année, sur la plage, il y en a pas mal. On a un côté homme aussi, qui peut être assez classique, mais très demandé. Les rayures dans des tissus très légers, le seersucker. Et puis après, les messieurs ne boudent pas les couleurs et même les imprimés fleuris. Le maillot reste le vêtement incontournable de l'été, mais beaucoup d'autres accessoires ont du succès. Le maillot, la serviette, les lunettes, le chapeau, la casquette, les chaussures d'eau, les tongs, tout part. Les bijoux, les petits bijoux de dernière minute pour les petits cadeaux, les anniversaires imprévus sur la plage, tout part. Pour moi, il n'y a pas de tendance. Les clientes, quand elles viennent, elles peuvent avoir une idée en tête en disant bah, « tiens, cette année, je vais acheter un maillot rouge ou un maillot rose ». Puis quand elles repartent avec un maillot bleu ou violet. Tout se vend, elles vont au coup de cœur. Et l'été suivant se prépare déjà côté commerçant. Les rendez-vous avec les fabricants ont commencé pour dénicher les plus beaux maillots pour 2024. Va-t-on rester en maillot dans les prochains jours? La réponse avec la météo de Vanessa Dessy. Bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Pas de grands changements notables, le temps restera légèrement couvert, les températures seront en baisse, elles iront de 21 à 26 degrés. Le soleil se lèvera à 6h18 et se couchera à 20h54 et nous fêterons les Juliens. Merci Vanessa. Vous l'avez vu en vidéo il y a quelques minutes, vous le verrez en photo à présent pour finir cette édition. Le Summer Camp du Yacht Club de Monaco, ce sont des photos numériques de Stéphane Dana. C'est la fin de ce journal, on se retrouve mercredi à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.